Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon alors aujourd'hui les amis, on va écouter David Guiraud nous lâcher un dossier incroyable. Vous allez voir, 100 milliards d'euros, j'ai bien dit 100 milliards, disparaissent des caisses de l'État tous les ans. Avant, les meilleurs magiciens étaient capables de nous faire disparaître un éléphant. Ben maintenant, les gars, ils arrivent à nous faire disparaître 100 milliards. Ah ben oui, ils prennent les 100 milliards, ils les mettent sur la table, ils foutent un drap dessus, et quand ils l'enlèvent, il n'y a plus rien. Et le plus drôle, les amis, le cœur de cette blague, c'est quand on sait d'où viennent ces 100 milliards. Ben c'est votre argent, tout simplement. Et quand je vous dis votre argent, cette fois-ci, je rigole pas avec vous. N'importe quel individu qui fout un doigt de pied en France a participé à cette cagnotte. Que tu gagnes 10 000 euros, que tu fasses un SMIC, un RSA ou que tu sois SDF, tu participes, tu payes. Vous l'avez compris, messieurs, dames. Je vous parle du premier impôt de France. Je suis en train de vous parler du roi des impôts, le plus injuste d'entre eux, la TVA. Alors les plus geeks d'entre vous pensent que je parle de la Time Variant Authority. Non, non, la taxe sur la valeur ajoutée. 270 milliards par an à peu près. Eh bien sachez que sur 270 milliards, on en a 100 qui disparaissent. Il faut peut-être commencer par un constat simple. Moi, je regarde les documents budgétaires, je suis en commission des finances. Premier impôt du pays, la TVA. C'est bien ça, premier impôt du pays. On n'en a jamais récolté autant. Alors après, peut-être que depuis 2022, là, il y a une petite baisse. Jamais autant. L'État n'a jamais récolté autant d'argent des impôts quasiment de son histoire. Par la TVA. Par la TVA, mais il y a d'autres impôts. Comment ça se fait qu'on nous dise qu'on est en déficit? Comment ça se fait? Personne ne se pose la question. Comment ça se fait qu'en 2022, par exemple, l'État, en gros, on récolte 200 milliards d'euros de TVA, mais on ne retrouve dans le budget de l'État plus que 100 milliards d'euros? Où sont passés 100 milliards d'euros d'argent de la TVA? J'ai regardé. C'est bizarre quand même. Parce que 100 milliards d'euros, en fait, on n'est pas en déficit. Où est passé cet argent? Eh bien, c'est ça. L'État a fait des politiques d'exonération de cotisation. Voilà, des pro-business, comme on dit. C'est pas la croissance, c'est pas sur la croissance qu'il a parié. Sur les L'État a parié sur Guiraud. pro-business. Je vais y revenir sur les... Mais vous allez voir. Donc, des missions comme ça. Sauf qu'en fait, pour faire ça, qu'est-ce qu'il fait? Par exemple, il supprime des impôts locaux. Pour les collectivités locales, vous en avez entendu parler, les impôts de production, etc. Politique pro-business. Et vu que les collectivités locales, par exemple, mais ça marche aussi pour la Sécu, ça a été fait pareil au niveau de la Sécu, n'ont plus l'argent pour rouler de manière automatique, qu'est-ce qu'on fait? On transfère de l'argent de la TVA. Je vous donne les chiffres. 2022, on a transféré 57 milliards d'euros de la TVA des gens vers la Sécu et 40 milliards d'euros des gens issus de la TVA vers les collectivités locales pour compenser les cadeaux qui sont faits au patronat. Et après, on nous explique il n'y a plus d'argent. Il y en a plein de l'argent. De la même manière que quand vous regardez bien les coupes budgétaires qui sont faites, moi, ça m'a étonné. On regarde tout. Alors, mission par mission. Vous savez, on est à l'euro près. C'est ce qu'on nous dit, Bruno Le Maire, etc. On est à l'euro près, messieurs, dames. Donc, alors, on va faire des petites coupes dans l'éducation, des petites coupes dans l'hôpital, comme si ces services publics n'étaient déjà pas en grande souffrance. Par contre, il y a une mission auquel on n'a pas touché. C'est la mission remboursement et dégrèvement. C'est bizarre, c'est la mission la plus importante du budget de l'État, c'est 140 milliards d'euros. Et non seulement on coupe pas, je finis là-dessus, et non seulement dans ces 140 milliards d'euros, on n'a pas coupé dedans, mais imaginez-vous qu'au dernier budget, on a fait pire. On a augmenté cette mission de 12 milliards d'euros. C'est-à-dire qu'en fait, on est rempli de l'argent, encore plus de l'argent issu de la consommation populaire, parce que c'est de plus en plus sur la TVA qu'on s'appuie, moins sur l'impôt sur les sociétés, vu que forcément, il y a des exonérations de cotisations. Et donc, avec l'argent de la consommation, avec l'argent des classes populaires et des classes moyennes, avec cet argent-là, on finance les cadeaux qui sont faits au grand patronat. On n'a jamais été aussi riche. C'est une question, au bout d'un moment, de répartition des richesses. Et on peut garder quelques niches fiscales qui peuvent profiter à certains, par exemple l'apprentissage, pourquoi pas? Mais enfin, il y a une masse d'argent qui est considérable et personne ne discute de ça. 100 milliards d'euros de TVA qui se barrent comme ça chaque année maintenant du budget de l'État. Et puis on se dit... Ah, je vous avais prévenu, les amis. Un tour de magie. En fait, les mecs sont trop malins. Ils se sont dit, bon, si on prend de l'argent sur la TVA et qu'on le donne au patronat, ça va gueuler. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris de l'argent ailleurs. Ils l'ont donné au patronat et ensuite ils ont compensé les pertes créées par ça avec la TVA. Non, c'est magnifique. C'est incroyable. C'est devenu de l'art. Surtout quand tu te dis qu'à côté de ça, le budget de la gendarmerie,
c'est 10 milliards par an, 10 fois moins que ce qui disparaît. Le budget de l'éducation nationale, c'est 60 milliards par an, pratiquement 2 fois moins que ce qui disparaît. Et les hôpitaux, c'est 75 milliards par an. Non, c'est une folie, les amis. Tu réunis tous les hôpitaux de ce pays, on leur donne moins d'argent que la part qu'on fait disparaître sur la TVA tous les ans. Voilà, pendant qu'on est en train de rincer les patrons, nos services publics, eux, on les laisse se dessécher. Madame D, 78 ans, a passé 34 heures sur un brancard. C'est le triste record de l'été au CHU de Brest. Et des feuilles comme celle-ci, il y en a plus d'une centaine sur ce mur de la honte. Ce mur est une idée des syndicats qui ont recensé 130 patients de plus de 75 ans ayant passé plus de 12 heures aux urgences. Alors cet été, clairement, comme il y avait un manque de lits d'hospitalisation, on avait des patients qui attendaient après avoir été pris en charge pendant des temps effectivement allant jusqu'à 34 heures. Et ça, c'est pas acceptable parce que c'est pas dans des conditions satisfaisantes, ni d'hygiène, ni de sécurité. Il manque du personnel dans les urgences pour surveiller ces patients et les prendre correctement en charge. Et puis il manque aussi des lits d'hospitalisation par manque d'effectifs. Sonia a emmené sa mère aux urgences du CHU. Elle décompte 12 heures d'attente avant la prise en charge. Les pauvres personnes âgées, on les laisse en plan et c'est pas de leur faute, hein. C'est à la faute du gouvernement. Voilà. Et aussi, je pense, de la direction. D'après la direction, les délais de prise en charge sont à relativiser. Notre délai de prise en charge moyen au CHU de Brest, pour les personnes âgées de plus de 75 ans, sur la période considérée, a été de 8h30 en moyenne. Alors avec évidemment des prises en soins qui ont été inférieures à 1 heure, mais aussi des prises en soins. Il y a eu une exception où on a été jusqu'à plus de 30 heures, 35 heures, ça a été évoqué. Un temps d'attente trop long peut parfois se révéler fatal. Selon une étude de la PHP, rester une nuit aux urgences augmenterait de 40% les risques de mortalité pour les plus de 75 ans. Non mais vous vous rendez compte le niveau qu'on a atteint? Cherchez l'erreur. Rester une nuit à l'hôpital augmente vos risques de 40%, c'est quoi cette folie? Normalement, t'es en sécurité à l'hôpital. Si t'es en danger, il y a un endroit où t'es en sécurité, ça s'appelle l'hôpital. Eh ben non. À la maison, t'es plus en sécurité de 40%. What the fuck? Mais surtout, ce que je voulais vous dire, c'est que, ok, on a des problèmes de budget. Mais je me dis, on a notre problème aussi, les amis. Oh, vous l'avez écouté, la directrice? Non, mais elle croit qu'elle gère un restaurant. Elle nous explique ça froidement. Non, ça va, les gars. Et en moyenne, c'est 8 heures, ça va. Alors que ça devrait être la première révoltée. Ben non, parce qu'elle veut faire des économies pour gagner un peu plus d'argent. Donc elle croit qu'elle est dans un McDonald's. Elle est en train de nous dire 8 heures d'attente, ça va en vrai. Elle fait exactement ce que font tous les patrons du pays. Elle essaye de faire tourner son affaire avec le minimum d'employés possible. Et c'est un scandale. Ben, c'est une honte. C'est elle devrait s'accrocher sur le mur de la honte. Oh, c'est un hôpital. Y a pas à faire de l'argent en fait. Si la sécurité sociale, elle nous prend tout comme des vaches à lait, c'est pas pour que derrière, on gère nos hôpitaux comme des restos, je suis désolé. De l'argent, il y en a déjà pas beaucoup dans les hôpitaux, mais à cause d'eux, il y en a encore moins. Alors les gars, moi je vais vous dire la vérité, si on a des crevards à tous les étages, on ne s'en sortira jamais. C'est bon, faut faire le balai, mettez des mecs empathiques un peu à la direction des hôpitaux, c'est quoi ça? Normalement, elle devrait être en train de te parler comme Marine Tondelier, mais elle devrait être limite un peu perchée, en train de nous parler des arbres et de la vie. Ça devrait être une humaniste. Pourquoi on met des capitalistes à la tête des hôpitaux? Qu'ils nous fassent pas chier, qu'ils aillent ouvrir des cliniques privées. T'es pas là pour te faire de l'argent, t'es là pour sauver des vies. Détends-toi. Bon, par contre, les amis, ce que j'ai fait exprès de pas vous dire, c'est que ça fait plus d'1 an qu'on sait pour les 100 milliards qui disparaissent. Mais oui, tout le monde s'en fout. Ah, tout le monde s'en fout. Non, les mecs préfèrent se concentrer sur des problèmes qui n'en sont pas. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? L'insécurité. Hé, copain! T'as pas écouté? La gendarmerie, c'est 10 milliards. Imagine, on pourrait tripler, quadrupler. Mais non, ils le feront pas. Parce que ils peuvent s'en mettre plein les poches. Alors pourquoi pas? Mais heureusement les amis, le bas de signal s'est allumé dans le ciel. Vous avez pas vu hier? Et moi je me suis mis par ma fenêtre, il y avait le bas de signal. Je me suis dit c'est bon, il arrive, il va tous nous sauver. Vous avez tous compris. Édouard Philippe annonce qu'il sera candidat à l'élection présidentielle. Et en plus de ça, il nous dit qu'il a un programme massif. Ah, massif de chez massif. Hein. Vous inquiétez pas, là c'est du lourd. Bon, on vous dira pas c'est quoi avant que vous votiez.
mais sachez-le, c'est du lourd. Donc ce coup de théâtre, coup de boutoir dans les circonstances que nous sommes en train de traverser, Édouard Philippe qui se déclare formellement candidat à l'élection présidentielle, c'est dans Le Point. Il précise même que son programme sera massif, Routel-Krief. Pourquoi maintenant, là, dans la crise que nous vivons, cette attaque, cet assaut d'Édouard Philippe? Voilà, je découvre comme vous l'interview qui effectivement est une annonce au passage parce qu'en fait... Bah alors moi, quand je vois ça, j'ai deux questions qui me viennent et qui me semblent un peu plus importantes que la candidature d'Édouard Philippe. Non mais sérieusement, faut remettre de l'ordre dans les priorités. Déjà, la première question est de loin la plus importante. Oh, c'est quoi ce délire? Votre régisseur, il a pété un plomb? C'est quoi cette musique? Pourquoi? Comment? Où? Dans quelles circonstances? Il s'est dit c'est une bonne idée. Bref, elle flingue le début de votre séquence, mais bon. Pas grave, passons. La deuxième question, qui maintenant que j'y réfléchis est encore plus importante que la première. C'est quoi cette photo? Ah non, je suis désolé, c'est pas Édouard Philippe ça. Ça c'est Édouard Philippe du passé. Comme on dit, c'est Édouard Philippe, t'es à l'époque. Je connais, c'est pas la même personne. Regardez, à droite, vous avez Édouard Philippe, à gauche vous avez Édouard, t'es à l'époque. Voilà, il fallait que je le dise. Cet individu n'est pas Édouard Philippe. Il dit vous êtes prêts, y compris en cas de présidentielle anticipée, et il dit je vous le confirme. Donc ce n'est pas sa principale déclaration de l'interview, même si évidemment il confirme qu'il est candidat, et qu'effectivement il avance ses pions en disant qu'il faut aussi un Premier ministre de droite, qu'il ne faut pas que le pays est plutôt à droite. Moi, ce qui me vient pêle-mêle un peu, c'est que le dire aujourd'hui, c'est une façon de dire si Emmanuel Macron n'y arrive vraiment pas, je suis là, n'ayez pas peur. Ouais. Et attaquer au moment où Emmanuel Macron est fragile. Est en difficulté. C'est le pire moment. Est en difficulté parce qu'effectivement, on voit bien que ça traîne et qu'il n'arrive pas à nommer un nouveau Premier ministre. Donc ça veut dire ne vous inquiétez pas, si jamais il y a une élection présidentielle impromptue, je suis candidat, je suis là. Mais non, ça veut pas dire ça. Ça veut dire je suis un rat, je retourne ma veste au bon moment. Vous m'attendiez pas, j'arrive. Voilà, ça veut dire quoi? N'essayez pas de nous tromper. On le voit avec nos yeux, Édouard Philippe. C'était la béquille d'Emmanuel Macron, il était là comme une béquille. Le mec, il s'est mis en retrait 1 an, allez, 1 an et demi maximum. Il est revenu, il a dit je suis un autre homme, attention. J'ai eu l'entraînement des Jedi, maintenant ça n'a rien à voir moi. Je ne suis plus avec Macron. Mais casse-toi de là! Casse-toi. Oust, file, les Français ne veulent pas te voir. Putain, t'étais bien dans ta cachette là, je sais pas où c'est, mais t'étais bien. Mais vous savez c'est quoi le pire? C'est que je suis en train de dire ça alors que je sais pertinemment qu'il a toutes ses chances de passer, mais vraiment toutes ses chances. Quand on regarde même la situation objectivement, il est favori, le saligo. Bah oui les amis, observez un peu le paysage politique, il y a que des épouvantails. Tout le monde est là pour faire peur. Donc le premier qui se pointe, il prend le pactole. Bon, j'ai quand même préféré la réaction qu'on a eue sur RTL. Elle était plus proche de la réalité. Mais là, le timing, il est pourri. Pourquoi? Parce qu'on n'en a rien à cirer, excusez-moi. Là, on est en train de se dire que ça fait une 50aine de jours qu'on est la risée de l'Europe, qu'on n'est pas foutu d'avoir un gouvernement, un Premier ministre, que le président de la République a mis quand même le pays dans une situation absolument dramatique, qu'on donne un spectacle affligeant. Et là, vous avez quelqu'un qui vient renforcer ce sentiment-là en disant comme si on était à la Starac, quoi. Enfin, moi, ça me fait de la peine. Non, mais le début de sa phrase... en même temps, ça me fait rigoler quand même, parce que quand j'ai la prière, honnêtement, ma première action, ça a été une crise de fou rire. Sauf que le début de la phrase, il est d'accord avec vous. On est dans une situation chaotique. Non, mais qui propose quelque chose pour la situation chaotique, pas sa candidature. Il va proposer quelque chose de massif. C'est massif, mais on ne sait pas. C'est-à-dire que c'est massif, mais on ne sait pas ce que c'est. Suspense. Cette phrase aussi, elle était drôle. Hein. Pourquoi? Parce que, on a envie de dire, vas-y, quoi. Sors là. Franchement, quoi, si c'est massif. Non, en fait, ça fait 10 pages cette interview du c'est Point. clair. Elle est longue comme un jour sans pain et il n'y a rien dedans. Bon, vous êtes extrêmement dur. Et encore, on se retient. Moi, je me retiens, je suis en deçà de ce que j'ai envie de dire. Sur le fond de l'histoire, il anticipe une éventuelle démission d'Emmanuel Macron. Vous pensez sincèrement que c'est possible, une démission d'Emmanuel Macron? C'est possible? Mais bien sûr, parce que c'est ingouvernable, parce que vous n'avez pas de majorité à l'Assemblée. Et peut-être, moi je pense que ça aurait été souhaitable avant la dissolution, ça aurait eu un peu de panache, ça aurait peut-être permis à ce pays de dire ce qu'il voulait. Mais par contre, moi je n'ai pas demandé ça au président de la République, je respecte ça. Mais il anticipe en fait un plan de carrière. Hein, et encore, c'est des plans... Vous savez que vous venez de la même famille politique, vous vous en souvenez, hein? Non, mais attendez, voilà. Non, mais puis c'est surtout, excusez-moi, depuis 2017, le sport national, c'est tiens, je prends un boula, je prends un type à gauche, je prends un type à droite, qui a envie des dorures de tel ministère. Enfin, oui, ça, je le regrette profondément, pas par sectarisme, parce que ça n'a jamais été autour d'un projet. Ça a été autour de débauchage pour tuer des partis traditionnels. On a vu le résultat, Madame Le Pen est arrivée en tête des européennes, avec Bardella, etc. Donc c'est une plantade, le macronisme. Et c'est une plantade aussi d'avoir finalement considéré que tuer la gauche et la droite était
était porteur d'une espérance. Ça n'a pas été porteur d'une espérance du tout. Il y a un moment, il faudra peut-être porter aussi le bilan de ça. Bon, je suis plutôt d'accord avec elle sur tout ce qu'elles disent. Mais par contre, est-ce qu'il existe un individu dans ce pays qui pense que Macron peut démissionner? Mais c'est hors de question. Vous avez pété un plomb. C'est même pas une question, c'est Macron ou c'est pas Macron. Le gars a réussi à obtenir le plus haut poste de pouvoir du pays. Mais 99% de la population n'a pas la capacité de renoncer à autant de pouvoir. Vous êtes fous. Vous avez pas vu Seigneur des Anneaux? Même Frodon, à la fin, il y succombe à l'anneau. Tu peux pas. C'est trop de pouvoir. Même là, tu vas m'écrire un commentaire. Ouais, moi, j'aurais lâché. Personne lâche, ok? Les hommes les plus raisonnables, les plus sages et les plus intelligents, c'est ceux qui ont compris ça qui s'éloignent, simplement. Ils le savent. Mais bon, bref, il lâchera jamais le pouvoir, sachez-le. C'est impossible. C'est impossible pour la plupart des gens et c'est d'autant plus impossible pour Emmanuel Macron. Bah oui, parce que lui, il a toujours voulu le pouvoir. Il a voulu être président. Au plus profond de son cœur, c'était son souhait, son indo. Tu vois Naruto quand il était petit, moi je veux être Hokage. Bah Macron quand il était petit, moi je veux être président. Et d'ailleurs, Manon Aubry a très bien cerné le personnage. Mais ceci dit, Éric Brunet, j'ai un scoop pour vous. Je connais le nom du Premier ministre. Il s'appelle Emmanuel Macron. Alors c'est le Premier ministre, c'est le ministre des Affaires étrangères, le ministre de l'économie, ce sera aussi le directeur de cabinet du Premier ministre, et puis ce sera le président de l'Assemblée nationale, et puis même le chef de l'opposition, et je pense qu'on peut directement le nommer président de tous les clubs de foot. Heureusement qu'il dort pas beaucoup. Voilà, mais c'est la situation dans laquelle on est, parce que on sait très bien que, ok, on va nous agiter. Vous des n'allez pas noms, nous des ressortir le coup de l'autocrate, l'autocrate. Pardon, mais c'est quand même sans précédent dans notre histoire. Est-ce que vous avez une équivalence dans notre histoire, qui est longue de politique française, d'un président de la République qui ne tient pas compte du résultat des urnes et qui tente de passer en force pour écraser le résultat des élections et dire non, c'est moi qui choisis, je mets mon petit pion à Matignon et puis je vais continuer à jouer comme ça mon petit jeu, mais à la fin, pardon, c'est échec. C'est échec et mat pour la démocratie. Alors visiblement, il y a un précédent. Un seul, Mac Mahon. C'est le maréchal de Mac Mahon, mais ça s'est mal terminé. Il a été destitué. Oh mais c'est trop. En fait, quand je les entends, ces journalistes, ça fait naître en moi comme un frisson. Je te jure. Quand l'autre il dit « vous allez pas nous rejouer le couplet de l'autocratie ?» En moi, il y a une envie qui grandit. C'est pas que j'ai envie de le taper. Non, ça n'a rien à voir. Ça serait immoral, illégal. Et j'ai envie de le manger. Comme Boubou, j'ai envie de le transformer en chocolat, j'ai envie de le gober. C'est trop, il fait semblant, c'est pas possible. Bien sûr qu'elle a raison, bien sûr que le Premier ministre, c'est Emmanuel Macron. C'est qui le Premier ministre, si c'est pas lui? Il peut mettre n'importe quel homme de paille à sa place. À la fin, on l'a compris. Si c'est pas un pantin, il le met pas. Donc c'est qui le Premier ministre? Le pantin ou le marionnettiste? Bon, maintenant on va aller sur un sujet qui n'a rien à voir. Puisque tout à l'heure on parlait des services publics, les amis, il y a un service qui devrait être public mais qui ne l'est plus. Ah bah ouais, on l'a vendu en bon capitaliste. Enfin, si on aurait été vraiment bon dans le capitalisme, on l'aurait gardé. Parce que c'est la poule aux œufs d'or, les amis. J'ai nommé les autoroutes. Et justement, ils ont besoin de construire une nouvelle autoroute, l'A69. Et la particularité de cette belle autoroute, c'est qu'elle passe pile sur des habitations. Ah bah c'est dommage ça, il va falloir faire un choix, les habitations ou l'autoroute, les habitations ou l'autoroute. Allez, je vous mets pas plus de suspense, on a choisi, ce sera l'autoroute. Donc maintenant, tous ceux qui sont sur le chemin de cette autoroute, vous allez devoir vous barrer. Et si vous voulez pas partir, c'est ça le plus beau, ils ont des solutions pour tout, vous croyez quoi? Eux aussi regardent des films de mafia des années 90. Le Parrain, tout ça, ils connaissent par cœur. Imaginez porter plainte pour tentative de meurtre un jour, surtout pour une autoroute inutile. La nuit de dimanche à lundi à 3h30, on a été réveillés par des cris, par des hurlements. On est sorti de la maison et là en fait, il y avait le feu. Des personnes se sont introduites autour de la maison pour mettre le feu au jardin, en sachant qu'il y a un petit bout de 4 ans qui dort dans cette maison, qui avait 20-30 personnes sur le terrain. Je me rappelle avoir attrapé le tuyau. On a fini d'éteindre les flammes, les pompiers sont arrivés. Ils ont remis un coup de jet d'eau sur les 3 départs d'incendie. Quand on a éteint les flammes, je me suis rendu compte qu'en fait il y avait un bidon. Donc forcément que c'était intentionnel. J'ai déposé plainte. Quand le gendarme me dit que c'est une tentative de
C'est dur. C'est dur d'imaginer. Voilà. S'imaginer porter plainte pour tentative de un jour, surtout pour une autoroute inutile. On subit des pressions, mais là c'était vraiment le summum. Ah, ils sont sans pitié. C'est trop. Et en plus, les gars, vous pouvez rêver pour qu'on relie les autoroutes à cette affaire, en fait. Même si on attrapait les gars qui sont cagoulés, ça serait des gars qui n'ont rien à voir, qu'ils ont pris au pif, ils leur ont donné un billet, ils les ont envoyés en mission. On la connaît, la musique. Eux-mêmes, ils savent pas pour qui ils ont fait ça. Et elle va partir, hein. Elle va partir, je vous le dis. Ça va marcher, il va rien se passer et elle va partir. Mais bon, les amis, quand on se renseigne un peu, elle a déjà vendu la maison et elle veut pas partir. Donc quelque part, elle veut le beurre et l'argent du beurre. En plus, avec un enfant de 4 ans avec elle. Donc voilà, cette affaire est un peu nuancée. C'est jamais tout noir ou tout blanc dans la vie. C'est gris. Bref, moi je voulais juste vous montrer ça maintenant. Faites-vous votre avis tout seul. Faites attention à vous, faites attention à ce que vous regardez. Likez, abonnez-vous et n'oubliez pas le petit com qui fait plaisir. Tu es tout gris et tout petit, petit poney. Petit poney. Tu gambades dans les prés sans